26 degrés en cette matinée orageuse à Cotonou et environ. Bonjour à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce 12h45. Comment fournir un outil de référence pour mesurer la performance des services frontaliers à travers les économies? C'est le bien fondé des journées Doing Business qui se sont intéressées au commerce transfrontalier. L'un des projets phares du gouvernement, c'est la construction de 20 000 logements sociaux pour les Béninois. Au cours d'un panel à la Maison des médias, les journalistes ont fait l'état des lieux des logements sociaux. Et puis, une nouvelle forme d'entrepreneuriat a vu le jour à Cotonou, c'est la co-création. Elle incite les jeunes entrepreneurs à partager leurs forces et leurs expériences avec d'autres partenaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Créer des conditions favorables à l'investissement privé au Bénin, c'est l'une des raisons qui ont motivé l'organisation des journées Doing Business par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. À l'occasion, investisseurs nationaux et internationaux ont échangé autour des 11 indicateurs pris en compte dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Et l'indicateur commerce transfrontalier était également a fait plutôt l'objet d'un riche débat. Le point. L'administration des douanes a une kyrielle de réformes dans le programme de vérification des importations. On a aussi des réformes institutionnelles et informatiques. On a même un nouveau joyau actuellement, c'est le programme des opérateurs économiques agréés. Toutes ces réformes de l'administration des douanes béninoises permettent de faciliter le commerce transfrontalier dans un contexte où la facilitation des échanges entre pays limitrophes est devenue un instrument primordial pour l'efficacité du commerce international. L'Agence de promotion des investissements et exportations motive les disciples de Saint-Mathieu à faire découvrir aux opérateurs économiques et investisseurs nationaux les nouvelles réformes destinées à booster le commerce transfrontalier. Le commerce transfrontalier, un indicateur de développement et d'évaluation du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Qui parle de commerce transfrontalier, c'est surtout le temps mis dans l'enlèvement d'une marchandise. C'est ce que la Banque mondiale évalue. La Banque mondiale écoute l'administration des douanes, mais dans le même temps, la Banque mondiale effectue des enquêtes auprès de nos clients bénéficiaires du service de la douane pour voir si l'impact de ces réformes qu'on est en train de mettre en œuvre est réel. Le guichet unique du commerce extérieur, GUS, est l'une des réformes institutionnelles et informatiques qui permet à tout individu désirant faire du commerce vers ou depuis le Bénin d'obtenir des informations relatives au commerce extérieur en vue de mener à bien ses opérations commerciales en ligne. L'application du GUS est ici présentée aux investisseurs. Vous savez, le guichet unique du commerce extérieur a été lancé le 18 janvier, je crois, 2018. Donc, on a eu une année pleine 2018 où ce guichet a pu fonctionner. Comme toute réforme nouvelle, il faut communiquer dessus pour que les anciennes manières puissent laisser la place à la réforme. Faire une lumière sur toutes les réformes et indicateurs de Doing Business qui positionnent le Bénin au rang des pays qui facilitent les investissements est une priorité pour l'APIES. Nous créons un cadre stable. Nous ne voulons pas choisir un indicateur dans lequel nous faisons des bons pendant que dans les autres indicateurs, nous sommes mauvais. Notre ambition, c'est de tout dématérialiser. On a dématérialisé les impôts, téléprocédures, dématérialisé la douane, on dématérialise l'ANDF avec les titres fonciers numériques. Nous voulons aller jusqu'au permis de construire. Les ambitions sont grandes pour susciter l'intérêt des investisseurs pour le Bénin. Cet atelier sur le commerce transfrontalier aura permis de faire un grand pas dans la dynamique de révéler le Bénin attractif en matière d'investissement. Parlons à présent de cet autre projet qui est la construction de logements socio-économiques dans le département de l'Atlantique, l'un des projets phares du gouvernement lancé depuis le début de cette année. Ce projet vient en réponse à la croissance démographique des grandes villes. Et pour mieux cerner le projet, les hommes des médias ont initié un panel autour du thème
accès au logement du grand nombre au Bénin, état des lieux et perspectives. Mathieu Sokenou et Lazare Migan. Les gouvernements successifs ont fait des efforts pour pouvoir loger les grands nombres. Permettre à chaque Béninois d'avoir son habitation, c'est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. À travers son programme Construction de 20 000 logements socio-économiques d'ici 2021. Selon ce spécialiste des questions d'accès au logement et à l'habitat, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. La mobilité urbaine est le centre d'intérêt. L'État aurait fait un choix de concentrer tous les logements dans un périmètre de 50 km du centre-ville d'aujourd'hui et développer le système de transport urbain maîtrisé dans ce secteur, ne serait-ce qu'en expérimentation. Et je concentre mes infrastructures là. Je définis le plan de trafic. Je définis le plan de mobilité. Je sais que celui qui quitte même Alada peut venir travailler à Cotonou sans grande difficulté. Vous verrez comment le secteur sera boosté, comment ça va prendre. Cette initiative permettra de désengorger progressivement la ville de Cotonou et viabiliser les zones rurales. La première phase de ce projet d'envergure a pour cible la localité de Ouedo. Je me rends compte que quelque chose se fait actuellement par rapport au logement. Avoir le SMIC qui est payé quand même aux fonctionnaires béninois. Et lorsqu'on fait un regard vraiment objectif sur le coût qu'il faut et la durée du contrat, on se rend compte que les contractants seront quand même en train de payer durant toute leur vie professionnelle. Donc il va falloir que l'État regarde ce qui se passe dans la sous-région, ce qui s'inspire de ce qui se passe, ce qui s'est passé au Niger, parce qu'il y a eu quand même des intervenants qui ont fait cas du coût au Niger, où des professionnels des médias ont souscrit quand même jusqu'à hauteur de 35 000 et tout ça. Il faudrait que, lorsqu'il y a des innovations, il ne faudrait pas que ces innovations-là soient exclusivement réservées à certaines catégories de citoyens, mais il faudrait que ces innovations-là soient quand même à la portée de tous les Béninois, même à la portée des Béninois lambda. La construction de ces logements sociaux va permettre de créer de milliers d'emplois et booster le secteur de l'immobilier au Bénin. Je l'annonçais dans les titres, une nouvelle forme d'entrepreneuriat a vu le jour au Bénin. On l'appelle la co-création. Contre l'individualisme, elle incite les jeunes entrepreneurs à partager leurs forces et leur expérience avec d'autres partenaires. Le travail en commun devient alors un tremplin pour l'entreprise naissante et décuple ses capacités. Nicolas Toucault a tenté l'expérience dans le domaine agricole. Il nous en dit un peu plus. Vivre ensemble, rester ensemble, développer, initier quelque chose et le faire fonctionner ensemble est la chose la plus recommandée même pour pouvoir limiter ces risques auxquels les entrepreneurs sont confrontés. Depuis le bas âge, on nous a éduqués à vivre de façon individuelle. Et quand vous voyez, quand vous allez dans les maisons, dans les familles, les enfants mangent de façon individuelle. Quand vous continuez un peu, vous allez à l'école, vous allez à l'université, il y a des sons que nous entendons de nos parents. Quand vous êtes avec telle personne va vous tromper, telle personne va vous trahir, ainsi de suite. Et nous avons toutes ces informations qui font qu'à un niveau donné, vivre ensemble, ça devient difficile à nous tous. C'est possible de rester ensemble. Et pour rester ensemble, il faut que chaque jeune essaie de développer en lui-même la confiance en soi. Et aussi, ce que vous voulez faire ensemble, il faut que vous essayez de définir les lignes dès le début et que chacun comprenne ses responsabilités, ce qu'il a à faire. Si nous voulons nous mettre ensemble, il y a des sacrifices à faire. Le sacrifice, je dois perdre quelque chose, l'autre aussi doit perdre quelque chose et nous allons nous unir sur ce qui est avantageux pour nous, ce qui peut nous faire avancer et non ce qui nous divise. En nouvelle brève à présent, en 2019-2020, la production de blé du Zimbabwe devrait baisser de plus de 62% à 60 000 tonnes. Cette forte chute est imputable, entre autres, à la pire sécheresse que connaît le pays depuis 20 ans, aux difficultés d'irrigation et aux coupures récurrentes d'énergie qui vont jusqu'à 18 heures par jour. Ces différents problèmes ont conduit à une baisse drastique des superficies irrigables à 28 000 hectares
hectares contre des prévisions initiales de 75 000 hectares. Cette situation peu reluisante dans la filière blé vient s'ajouter à un contexte déjà marqué par la forte chute de la production de maïs, principale denrée de base du pays. C'est une approche participative initiée par le Fonds mondial pour l'alimentation pour le renforcement des capacités des communautés. Cela en vue d'augmenter leur production agricole et leurs moyens d'existence de manière adaptée au contexte local. Ce sont les champs-écoles des producteurs, un concept autour duquel un document de stratégie d'intégration a été validé. Suivons les détails. Les champs-écoles producteurs, désormais applicables et légales au Sénégal, la stratégie nationale d'intégration a fait l'objet d'une restitution et validation par l'ensemble des acteurs. Une première au Sénégal, un dispositif qui compte jouer pleinement sa partition dans le développement de notre agriculture. À ce titre, l'intégration champs-écoles producteurs comme outil de quart va permettre un transfert et une diffusion à grande échelle des innovations technologiques en vue d'une adoption massive par les producteurs, gage d'une agriculture productive, diversifiée et durable, tel que postulé dans le plan Sénégal émergent vert. Je voudrais remercier le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui a eu cette brillante idée à travers ANCAR d'approcher la FAO pour que cette approche soit institutionnalisée. C'est un outil que l'ANCAR va avoir, l'ANCAR va utiliser pour qu'on soit beaucoup plus efficace dans le transfert de technologies et qui va impacter de façon durable le développement de l'agriculture au Sénégal. Une approche qui tient à cœur la tutelle vu son importance. L'approche des champs-écoles producteurs s'inscrit dans ce cadre et son institutionnalisation permet de normer et d'accélérer le transfert des innovations technologiques générées par la recherche. Aussi, j'accorde une importance toute particulière à cette approche innovante qui contribue à la mise en œuvre des options techniques engagées par mon département. Déjà, des résultats positifs de cette approche se font sentir à travers le monde. En 2019, environ 20 millions d'hommes et de femmes producteurs agricoles, éleveurs, agroforestiers et pêcheurs ont participé à un champ-école producteur dans plus de 90 pays. Ici, au Sénégal, l'ANCAR, avec l'ensemble des acteurs, compte opérer dans cette dynamique pour une agriculture productive et durable au bénéfice des populations rurales. C'est tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.